Bonsoir les amis, c'est un plaisir vraiment de vous voir et en présentiel parce que ça devrait être fait au mois de septembre et malheureusement avec tout ce qui est le sang est saccadé. C'est bon. Euh, je disais commencer les tables rondes au mois de septembre et malheureusement bon il y avait la crise sanitaire et avec le bureau et avec les membres du bureau on a décidé de décaler pour que ça se fasse en présentiel. Et donc, je suis vraiment très heureux de vous voir. C'est un plaisir de se retrouver et puis de se retrouver sur des thèmes qui sont sur un thème qui est très intéressant. Donc, avant de passer la parole au professeur Hanimi, je tiens absolument et je tiens à remercier les laboratoires Sanofi qui nous ont fait le plaisir de sponsoriser et de collaborer dans cette table ronde. Et je nomme Sikarim qui est là parmi nous. Et puis, on a eu le privilège aussi d'avoir notre aide manager. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Qui nous vient de Tunis et qui profite de son passage pour être parmi nous, pour assister à cette table ronde. J'étais un peu bavard, mais bon, ce n'est pas de mes habitudes. Donc, le sujet d'aujourd'hui et le sujet qui nous intéresse, c'est les infections à méningocoque invasives et leur prévention. Je te cède la parole. Merci beaucoup Khalid. Donc à mon tour aussi de vous remercier pour votre présence et de remercier les laboratoires Sanofi pour qu'on puisse enfin réaliser cette table qui a été programmée il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans qu'elle a été programmée, mais malheureusement on n'avait pas pu la faire avec tout ce qui s'est passé. Alors le choix du sujet, vous avez pourquoi? En fait, personnellement, quand je suis arrivée au privé, c'était peut-être la vaccination qui me posait le plus de problèmes. Personnellement, maintenant je parle de ma propre expérience, parce que autant sur les autres vaccins, c'est assez clair, les recommandations sont plutôt claires. Autant sur la méningite, on a toujours la question du papa et de la maman qui vient, qui se pose et qui dit « Mais vous êtes sûr, docteur, que je dois le faire? Mais c'est vraiment obligatoire ?» Et là, on rentre dans des discussions et il faut qu'on explique. Et du coup, il a fallu à un moment qu'on se replonge tous, enfin, en tout cas, que je me replonge dans beaucoup de données pour essayer de me répondre à moi-même d'abord pour pouvoir répondre aux parents. Donc, le problème de la méningite méningocoque, c'est que c'est un sujet qui est hypersensible, qui est épineux. Effectivement, ce n'est pas une maladie fréquente, mais c'est une maladie qui est grave, qui est dangereuse, qui est létale, qui est pourvoyeuse de séquelles, qui est dramatique quand elle survient et qui, malheureusement, fait toujours beaucoup de bruit autour d'elle quand elle survient autour d'un cas. Donc, l'épidémiologie de cette maladie a beaucoup évolué depuis des années, notamment grâce au vaccin, et on va voir ça. Et la seule chose qui reste et contre cette maladie-là, ben, ça reste la prévention, parce qu'une fois qu'elle est déclenchée, même sous traitement, le taux de létalité et le taux de morbidité restent très élevés. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'historique de la maladie, avant de vous montrer ça, c'est quand même dès le 19e siècle, on avait compris que c'était une maladie grave, on avait compris que c'est une maladie qui pouvait emporter un quartier, puis emporter beaucoup de personnes. Et en fait, c'était la maladie où les sujets devenaient bleus avant de mourir. Et au fil des années, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu l'arrivée du vaccin, puis l'arrivée de la prophylaxie, puis l'arrivée de l'antibiothérapie. Et donc, tout ça a permis de beaucoup réduire la morbidité et la mortalité. Mais on n'est pas arrivé à bout de cette maladie-là. Et en fait, cette maladie, elle est dramatique. Et quand on a envie de dire aux parents un peu c'est quoi cette maladie, ou qu'on a envie de se faire peur, ou même pas de se dire mais à quoi ressemble cette maladie, et qu'on tape dans son moteur de recherche maladie, enfin méningite, complications, séquelles, ben voilà ce qu'on voit. Donc ça c'est la maladie quand elle n'est pas diagnostiquée, et la diagnostiquer à temps, ça reste le plus grand challenge, et on a toujours été face à la crainte de passer à côté de cette maladie-là. Alors ça c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment les images qu'on a quand on tape dans moteur de recherche et qu'on met images, parce que je suis un peu paresseuse. Quand j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe sur une maladie, bah, je tape et puis je me dis, bon, peut-être que j'ai trouvé une belle image ou quelque chose, et puis je tape image et on trouve ça. Et en fait, on tombe aussi sur des sites de communication de parents et de témoignages. Et ce qu'on trouve d'emblée, c'est les témoignages des personnes qui sont parties ou qui sont mortes, donc des personnes qui ont perdu leurs enfants du jour au lendemain, ou des personnes dont les enfants allaient très bien et puis qui tout à coup, soudain, commencent à avoir des séquelles, des amputations de membres, des nécroses de peau, et donc une vraie souffrance, une vraie mortalité, une vraie morbidité, parfois même
devant les séquelles qui restent, on se demande si la mort n'était pas meilleure. En tout cas, je suis désolée de le dire ça comme ça. Voilà, alors au Maroc, c'est quand même un problème qui existe. Excusez-moi. Donc voilà. Donc par rapport sur une thèse de médecine qui a été faite récemment, donc en 2021, on note que les méningites à méningocoque font quand même, se taillent la part belle parmi les autres méningites et qu'elles restent quand même assez élevées en proportion. Voilà, donc le plan que je vais aborder, grosso modo, un petit peu rapidement, et puis si je suis trop longue, vous me le dites, je vais raccourcir, il n'y a pas de problème. Donc on va parler un peu du méningocoque, du portage et de la transmission. On va un peu parler assez longuement de l'épidémiologie, de la répartition des différents sérotypes, un peu les groupes à risque, quelques aspects cliniques, et enfin on parlera de la prévention. Alors, à qui avons-nous affaire? Le diplocoque gram négatif, donc c'est un bacille, c'est un coque gram négatif. C'est un réservoir humain strict, donc pas de passage chez l'animal, pas de repassage chez l'être humain. C'est que l'homme qui est le réservoir, et il ne se transmet que par l'homme. Le portage, c'est un nasopharyngé symptomatique qui concerne 5 à 10% des enfants, et en période épidémique, ça peut aller jusqu'à 25%. Le mode de contamination se fait par contact direct, on en parlera plus longuement. Et puis, c'est surtout sa structure qui est importante. C'est la présence du polysaccharide de membrane qui définit 13 sérogroupes, dont 6 sont invasifs. Mais tout ça, vous le savez déjà. Alors, quand on parle de classification, effectivement, donc on a 12 sérogroupes, mais 6 sont les plus dangereux. Ce n'est pas suffisant. J'ai découvert que ce n'était pas suffisant. Moi, je ne savais pas, je l'ai compris par la suite. J'ai compris qu'au-delà du sérogroupe A, B, C, W, X ou Y, ce qui était important, c'était autre chose. C'était aussi la présence de la caractérisation des protéines de membrane, l'apport A, l'apport B, et de caractériser aussi les régions variables de ces protéines, et également le segment ST, qui est en fait un loci de gènes qui permet en fait de bien caractériser le clone qui est responsable de la maladie. Donc il ne suffit pas uniquement de dire qu'on a affaire à un sérotype quelconque, il faut aussi, quand on est face à un malade ou face à une épidémie, caractériser le clone qui est responsable pour des raisons toutes simples. En fait, c'est que ce coq est très intelligent, il peut passer du A, du B ou du C, et en fait, il y a des zones qui sont constantes qui déterminent la virulence, c'est ces segments ST-là. Donc on peut avoir un A, un B ou un C qui ont des homologies de structure sur d'autres segments, et ce sont eux qui déterminent la virulence, au-delà bien sûr du polysaccharide de membrane qui est lui aussi responsable de cette virulence. Et en fait, les comités de surveillance éthique précisent qu'il est préférable de faire le typage complet de cette séquence-là. Alors donc pour parler rapidement du portage et de la transmission, effectivement 5 à 10% sont porteurs sains. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le germe colonise le nasopharynx. Il faut savoir que ce portage peut durer de 2 mois jusqu'à 2 ans parfois, qu'il est variable au cours des années, qu'il n'est pas constant. Et que le pourcentage de porteurs sains est variable aussi au cours des épidémies, il peut augmenter. Donc quand le germe colonise le nasopharynx, il se produit une petite immunisation locale, donc il interagit avec les cellules de l'hôte, il y a une production d'anticorps qui est locale, et il peut se produire, soit il ne fait rien, donc on est asymptomatique, soit il va faire une dissémination et donc on aboutira à 2 types d'infections, soit la méningite, soit la méningococcémie, et ce qu'on appelle les méningococcémies invasives. Donc, quand quelqu'un est porteur sain, il va le transmettre et cette transmission, on va voir comment elle va se faire. Le passage à la maladie se fait par traverser des capillaires sanguins. Donc, le germe n'envahit pas directement le cerveau. Il doit passer par voie hématogène et donc on a obligatoirement une dissémination par voie hématogène avant d'avoir un envahissement du cerveau. Et il y a des facteurs de virulence qui sont liés à la bactérie qui permettent ça. On va les voir par la suite. Donc, pour ce qui est du portage, j'ai trouvé cette diapositive dans le Lancet, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que l'âge de portage le plus important, c'est les adolescents, les nourrissons, et plus tard, ça, c'est les adultes qui sont plus grands. Mais les plus concernés, c'est la tranche d'adolescents entre 16 et 18 ans. Et donc, effectivement, comment se fait cette contamination de proche en proche? Donc, elle se fait à travers l'aérosolisation des gouttelettes de salive. Elle se fait quand on est à 1 mètre. Ça ressemble un petit peu au Covid. Je ne vais pas vous mentir. Quand on lit ça, on a l'impression de dire le Covid. Elle se fait donc
par les gouttelettes de salive qui se disséminent, parce qu'on va boire dans un même verre, parce qu'on va se parler pendant plus d'une heure, parce qu'on est assis l'un avec l'autre, parce qu'on vit dans la même maison, parce qu'on dort dans le même lit. Et le mode de vie des adolescents s'y prête, parce que c'est un groupe de personnes qui vivent en collectivité souvent, qui au cours de leurs études doivent fréquenter des dortoirs, ou se font des bisous aussi. Donc forcément, c'est la population qui transmet plus la maladie, puisqu'ils se la transmettent déjà entre eux. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde le taux de la fréquence des méningites chez les 15-24 ans, on trouve que la Neisseria est l'agent le plus fréquent. Pardon, excusez-moi. Donc, pour revenir à la colonisation et ensuite au passage à la maladie, enfin, comment est-ce que le germe envahit le sang et comment est-ce qu'il passe ensuite dans le cerveau. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à la virulence du germe, notamment les pili, qui lui permettent par endocytose, puis de passer à travers la cellule épithéliale, puis ensuite à travers la cellule endothéliale pour envahir au niveau des plexus choroïdes ou au niveau des capillaires cérébraux l'espace méningé, où les défenses de l'hôte étant un petit peu plus basses, il ne rencontre pas forcément de barrière immunitaire pour le stopper et donc aboutit au tableau de méningite. Voilà, donc ça c'était juste une diapositive pour vous montrer comment est-ce qu'il traverse l'épithélium et comment est-ce qu'il traverse en fait les cellules endothéliales. Alors, il y a bien sûr des facteurs favorisants à cela, qui sont un ensemble de facteurs, les conditions climatiques, comme par exemple au niveau de la ceinture africaine, l'air sec favorise effectivement les lésions de la barrière, favorise les lésions de la muqueuse pharyngée. Et donc on estime que des lésions de la muqueuse pharyngée, qu'elles soient d'ordre climatique avec la sécheresse extrême ou l'humidité extrême, ou de nature toxique comme le tabac, ou bien de nature infectieuse comme des co-infections avec d'autres virus ou avec le mycoplasme, facilite le passage, donc l'altération de cette muqueuse pharyngée. Et très souvent d'ailleurs, dans le tableau clinique, la pharyngite, c'est le primo movens de la maladie et c'est à partir de là que la maladie se produit. D'ailleurs, il y a des pharyngites où le méningocoque est le seul agent. La susceptibilité immunologique, en général, c'est les déficits en complément qu'on va voir par la suite dans les populations à risque. Et donc, tous ces facteurs-là, lorsqu'ils se conjuguent, aboutissent à l'éclosion de grandes épidémies. Voilà. Les facteurs de gravité qui sont liés à l'hôte définissent des groupes à risque. Et ces facteurs de gravité-là, ce sont toutes les personnes qui peuvent avoir des déficits immunitaires, soit en anticorps, soit en complément. Donc la splénie, les déficits en facteurs du complément, quels qu'ils soient, et d'autres déficits, notamment le déficit en lectine. Voilà. Les personnes qui sont exposées, ceux qui travaillent sur le méningocoque, ceux qui voyagent en zone d'épidémie, les recrues au service militaire en raison de la promiscuité de leur mode de vie, et le contact d'un cas de méningocoque. Et ça, vous allez voir que c'est la base de la prophylaxie par la suite. Alors, ça, c'était fait en 2018. Et quand on regarde les recommandations du CDC, en 2005, c'était presque la même chose. Ils avaient mis les adolescents de 11 ans non vaccinés et débutant des études supérieures. Pour eux, pour le CDC, c'est une population à risque aussi. Alors, en ce qui concerne le mode d'évolution, le méningocoque a plusieurs modes d'évolution. Par exemple, au Maroc, il est endémosporadique, on va le voir. Et l'endémosporadicité, c'est l'aspect le plus répandu. C'est-à-dire que sur un petit fond d'endémie, on a des petits cas. Et en fait, la définition, c'est d'avoir moins de 2 cas pour 100 000 habitants et par an. C'est notre cas au Maroc, c'est le cas de la France, c'est le cas de la Belgique. Les épidémies, elles surviennent de deux façons. Soit des vagues hyperendémiques, c'est-à-dire qu'il y a un clone du sérogroupe B qui va se détacher, qui va apparaître, et qui va commencer à se multiplier, qui va commencer à atteindre des cas. Dans l'endémosporadicité, vous pouvez avoir tous les sérotypes, comme on va le voir, et même au sein d'un même sérotype, avoir des clones différents. Quand vous avez un seul clone qui commence à contaminer tout le monde, on est déjà dans la vague hyperendémique, et en général, c'est le sérogroupe B. Pour les épidémies, elles peuvent concerner tous les sérogroupes, que ce soit A, C, W et plus rarement X, et ça, c'est surtout au niveau de la ceinture africaine, mais ça peut survenir de temps en temps lorsqu'il y en a un qui commence à se multiplier et qui atteint, et en général, c'est le même clone. Alors, pour la répartition géographique du méningocoque, et les différentes d'un pays, nous allons voir des chiffres, et les différentes d'un pays à l'autre, et les différentes
au sein d'un même pays entre différentes tranches d'âge et les différentes entre pays voisins. Elle peut changer au cours du temps et nous allons le voir. Et au sein des mêmes, voilà, et tout ceci, normalement, doit être surveillé pour voir justement l'émergence de ces clones et voir s'il y a une modification du profil épidémique au niveau d'un pays. La région la plus touchée, c'est la ceinture africaine. Elle avait été définie par la PSONI déjà dans les années 60-70. Et en fait, la fréquence d'atteinte dans cette ceinture-là, c'est 1 chaque 20 minutes. C'est énorme. Alors, quand on regarde la répartition des différents sérotypes à travers le monde, alors j'ai fait exprès de mettre différentes cartes avec des dates différentes. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez bien les dates. Par exemple, ça a été fait en 2018. Là, je crois que c'est en 2010. Et là, c'était un peu avant. Et vous voyez qu'au niveau des pays, si vous comparez, là, on trouve que le sérotype A était assez important. Mais en fait, là, on ne le retrouve plus dans la carte récente. Et ça, on va voir que c'est grâce à la vaccination qu'il y a eu une inversion de la proportion de la prépondérance du A au niveau de la ceinture africaine. Quand on regarde en Amérique du Nord, on verra que le B est prédominant, mais qu'entre deux pays voisins comme les États-Unis et le Canada, ce n'est pas les mêmes proportions non plus. Quand on regarde au Maroc, on a le sérotype B qui est le plus prépondérant. Le W a fait son apparition en 2000 et depuis, il augmente, comme dans tous les autres pays, comme nous allons le voir. Et au Maroc, on a une endémosporadicité qui évolue et on a connu deux grandes épidémies, une dans les années 80, une autre dans les années 70. Et depuis, en fait, l'an 2010, on estime que le taux de méningite bactérienne à méningocoque est stable, avec un taux de mortalité qui est stable. Voilà. Alors, comme je vous le disais, ça varie d'un moment à l'autre dans un pays, ça varie d'un pays à l'autre. Donc, si vous prenez le cas de l'Arabie Saoudite, où le méningo est sous forme parfois épidémique, surtout au moment du pèlerinage, vous voyez que le W a pris une importance qui est pas mal, alors qu'avant, c'était le A qui était prédominant, en sachant que dans ce pays-là, la vaccination anti-méningococcique est obligatoire et que dernièrement, ils le font avec le quadrivalent. Quand on regarde la France, c'est la même chose aussi. Donc, au fil des années, on a les chiffres qui se maintiennent, même avec le B, et qu'actuellement, on note aussi une augmentation de l'X. Voilà. En Suisse, ça c'est un diagramme qui a été tiré d'une revue suisse. Eux aussi voient une augmentation du W, une baisse du B, avec un maintien plutôt des autres sérotypes, le C a baissé grâce à la vaccination. Quand on regarde nos voisins tunisiens, eux aussi, ça varie en fonction des tranches d'âge. Chez les enfants, ils ont prédominance du B, tandis que chez l'adulte, c'est le A. Si on regarde la prédominance en fonction de l'âge en Suisse, on trouve que toujours chez les plus jeunes, on trouvera le B et le C, et que le W, plutôt chez les plus de 65 ans, où il a des tableaux cliniques qui sont particuliers. Sur cette diapositive-là, j'ai tenu à montrer l'impact qu'a eu la vaccination contre le méningocoque C en France, avec une baisse. Et puis, on a vu que l'augmentation chez les plus jeunes de moins de 1 an avait augmenté à ce moment-là et que grâce à la vaccination, elle a peu rebaissé. Et donc, l'épidémie change et grâce à la vaccination ciblée, elle change aussi. On a la baisse de certains sérogroupes puisqu'il a la capacité aussi de changer de capsule, comme je vous l'ai dit. Et donc, un B peut devenir un C et ainsi de suite. Et dans tous les pays, dans tous les continents, on note une émergence du W. Alors, si on récapitule tout ce qu'on vient de dire jusque-là, si vous permettez, donc c'est un diplocoque gram-négatif, 12 sérotypes, dont 6 responsables d'épidémie. Les sérotypes sont variables d'une région à l'autre du globe, dans un même pays, d'une période à l'autre, dans des tranches d'âge différentes. Il y a différents modes épidémiologiques. La variation clonale d'une épidémie à l'autre, il y a une variation clonale. Le portage asymptomatique concerne surtout les adolescents et il est variable aussi d'un moment à l'autre. La transmission se fait par la promiscuité et elle se fait de façon surtout aux proches. Et les facteurs de gravité sont liés à l'environnement et à l'hôte aussi, et bien sûr les facteurs d'agression de la bactérie. Alors maintenant, on va voir quelques aspects cliniques. Est-ce que vous voulez qu'on discute de ce qu'on a dit ou vous voulez qu'on continue? On continue, très bien. Oui. Oui, il a été introduit en 2010, effectivement, ça augmente, oui. Oui.
Merci. Alors, on a dit qu'on allait parler des infections invasives à méningocoque, donc elles sont au nombre de 3. Et puis, il y a les infections non invasives, qui sont les infections d'organes spécifiques. Donc, on définit trois types d'infections invasives. Lorsqu'on a une méningite exclusive, c'est-à-dire que la bactérie est isolée uniquement dans le LCR, avec une variante, c'est la méningoencéphalite quand on a une atteinte de l'encéphale. On a la bactériémie exclusive, c'est-à-dire que le germe est uniquement dans le sang. Et c'est dans cette forme-là qu'existe la méningococcémie fulminante et la méningite associée à une bactériémie lorsque la bactérie est isolée et dans le LCR et dans le sang. Je pense qu'on a un petit peu tous rencontré dans notre pratique quotidienne les différents types, et c'est-à-dire que très souvent, dans une méningite fulminante, on peut ne pas avoir de LCR positif au niveau de la ponction lombaire. D'ailleurs, on nous dit toujours que ce n'est pas à l'urgence, comme quoi. Ça ne change pas le traitement non plus. Et puis, il y a les infections d'organes spécifiques, comme les pneumonies, les endocardites, les arthrites, et j'en passe. Je vais juste faire un petit mot sur ces infections d'organes spécifiques. Et en fait, c'est les Suisses qui en parlent le plus. C'est vrai que nous aussi, on les trouve après une infection à méningo, mais eux commencent à en parler, surtout chez les sujets adultes. Chez l'enfant, je n'ai pas trouvé de publication. Et donc, ils pensent que c'est surtout dû au W, et ça donne des tableaux cliniques variés, comme des tableaux traînants de myocardite ou d'endocardite ou d'atteinte pulmonaire. Et donc, pour eux, il y a des critères, bien sûr, diagnostiques qui sont précis. Et pour certaines formes, elles répondent exactement aux mêmes techniques, aux mêmes exigences de prophylaxie et de prévention qu'une méningococcémie invasive. Et en fait, ces formes sont très peu connues, mais dans certains pays qui surveillent sérieusement ce germe, ils commencent à voir leur émergence de façon plus importante. Alors, maintenant, on va commencer à parler des tableaux cliniques proprement dits. À partir de la phase de contamination, on a une période d'incubation qui est très, très courte, qui va de 3 à 4 jours. Et la contagiosité, elle dure tout au long de l'incubation et elle continue même après, jusqu'à 24 heures après une prophylaxie qui est bien conduite. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est que la période d'incubation, elle est le plus souvent asymptomatique. Elle dure 3 à 4 jours, mais que dès que les signes commencent, en fait, on n'a plus de temps. On a une fièvre aiguë et puis tout de suite après, on a la présentation grave. On n'a plus rien ici. Quand on commence un traitement et qu'il est bien conduit, la contagiosité diminue 24 heures après le traitement. Et ensuite commence la période de convalescence et de séquelles. Alors, je ne vais pas du tout parler des techniques de diagnostic. Et donc, en fait, ce qui est frustrant dans cette maladie-là, c'est qu'on passe d'un tableau de virus banal avec une rhinopharyngite banale qui peut être accompagnée ou non de signes digestifs. Donc, on peut avoir un enfant qui vomit, qui a un peu mal au ventre et qui a la diarrhée, qui peut avoir de la fièvre et qui peut avoir une éruption maculo-papuleuse qui ne disparaît pas à la vitropression. Ça, vous le savez tous, c'est le signe classique. Et ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là. C'est une forme avec bactériémie occulte. Ou bien, on peut très vite évoluer vers le tableau de fulminant, et ça prend quelques heures, et on trouve qu'en moyenne, c'est au bout de 19 heures que ça se produit. Et là, on a une physiopathologie très complexe qui met en jeu des facteurs qui sont de virulence qui sont liés au germe en lui-même, avec la libération d'ontotoxines, avec le polysaccharide de membrane qui s'oppose donc à tout ce qui est phagocytose et au déclenchement de la réponse immunitaire de l'hôte. Et donc, qu'est-ce qui se produit? C'est tout un processus complexe d'activation de l'inflammation et d'activation de tout ce qui est hémostase, et qui va aboutir à tout ce qui est CIVD, insuffisance rénale, défaillance multiviscérale, et qui va aboutir, si ce n'est au décès, à la persistance de séquelles et donc à une morbidité. Et entre le passage de là à là, on a tous vécu le gamin qui arrive aux urgences et qui, 2 heures après, est intubé ventilé. Ça nous a tous traumatisés. On a tous vécu l'enfant qui a été vu aux urgences la veille et les parents le ramènent moribond le lendemain. Et ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire que moi, j'aurais beau... on n'a aucune arme contre ça. C'est limite, il n'y a rien qui nous dit que d'ici, on va passer à là. Rien. L'intervalle de temps entre le déclenchement des signes et l'hospitalisation est d'autant plus court que l'âge est petit. Et donc, la maladie est d'autant plus foudroyante que l'âge est petit.
Et le problème, c'est que quand on regarde les pics d'âge, eh ben, c'est les moins de 1 an, c'est les adolescents, et après, c'est plus tard. Et j'ai trouvé une publication qui concerne le Maroc, où on a eu 4 cas de méningite néonatale, ça date de 2000, excusez-moi, je vois pas, 2013. Depuis, on en a eu d'autres, et je me souviens que nous, en P4, une fois, on en avait eu un, c'était un nouveau-né. Et la maman, en fait, c'était sa maman qui le lui avait transmis, et on pense que c'était même une transmission hématogène, et même pas par contact. Et en fait, tout le monde peut avoir une méningococcémie, quel que soit son âge, et les plus atteints, c'est ceux de moins de 1 an, et alors il faut bien s'accrocher, parce que je ne sais pas sur quel signe on va se baser pour le savoir. Voilà, alors on peut se poser la question, laquelle des formes invasives est la plus invasive, s'il est permis de se poser cette question-là. Mais en fait, c'est comme si on devait choisir entre la peste et le choléra, j'ai l'impression. Donc la septicémie, elle entraîne beaucoup de nécrose cutanée, je pense que vous vous souvenez des images qu'on avait vues, et là vraiment on va vers la greffe. Les amputations, je pense qu'on en a vu aussi. L'ataxie par atteinte neurologique, la surdité, l'hémiplégie, et dans la méningite, il y a peut-être moins de décès, mais il y a beaucoup de troubles neurosensoriels avec des déficits cognitifs qui entraînent des troubles de l'apprentissage. Et M. Medani est là, le passage vers des formes épileptiques. Ensuite, on peut se poser la question, lequel des sérogroupes est le plus invasif? Alors, généralement, il y a une concordance sur tout ce qui est littérature, comme quoi le C et le W sont les plus invasifs et que l'endotoxine et la libération de la capsule du W entraînent vraiment beaucoup de dégâts. Ce qui est confirmé, ça c'est une diapositive d'un article qui a été fait en France. Le sérogroupe C pour eux est beaucoup plus létal. Pardon. Je suis sur la mauvaise diapo. Voilà. Donc, on aura beau comparer les types de méningococcémie invasive et les types de sérogroupe. Dans tous les cas, on a 10 à 20% de survivants, avec un taux de létalité qui est de 5 à 10%, et dans les 24 premières heures, il est de 20 à 50%. Et quand il n'y a pas de mort, il y a des séquelles, et les séquelles sont dégueulasses, je suis désolée de le dire comme ça. Surdité, nécrose de la peau, amputation, épilepsie. C'est jamais quand il y a séquelles, c'est pas bon. Donc les éléments de gravité des méningococcémies invasives, c'est une incubation qui est ultra courte, c'est une course contre la montre en fait. On n'a même pas le temps de faire démarrer son immunité qu'on est déjà mort. Ça peut toucher n'importe qui. La progression est exponentielle. Vous avez vu quand le début et on a moins de 19 heures pour faire le diagnostic et sauver l'enfant. La mortalité et les séquelles sont élevées. On peut causer des épidémies à travers ça et ça peut traverser les frontières, ça prend l'avion. C'est pas pour parler de ça, mais bon, c'est un peu le Covid, mais d'une façon différente. Donc on peut se poser la question, la prévention, je choisirais de parler de la vaccination pour ne pas faire trop long. Alors, la vaccination, c'est pas récent. La vaccination, je vais quand même faire un petit mot d'historique rapide. Le premier à avoir fait des stratégies vaccinales, c'était la Pessoni. C'est lui qui avait réellement un petit peu révolutionné le monde de la méningite en décrivant bien la ceinture africaine et en décrivant comment est-ce qu'on pouvait un petit peu enrayer les épidémies qui survenaient. Et ces travaux sont surtout connus en Afrique, mais aussi au Brésil, parce que grâce au premier vaccin polyosidique non conjugué ASC, ils avaient réussi, avec l'Institut Mérieux, à sauver des gens au Brésil et sauver des gens au Burkina Faso. Et déjà à l'époque, ils disaient qu'ils pourraient, dans le futur, en 1974, vous voyez qu'on est des années plus loin, choisir entre, et ça c'est des éléments qui m'ont paru très importants, les stratégies de vaccination entre intervention de circonstances et même ponctuelle, vaccination proprement préventive intégrée dans un programme général de la protection de l'enfance. Donc, entre ça, arriver à ça, déjà en 1974, ils se posaient la question. Alors, on est en 2021 et on se pose toujours la question. Mais je pense qu'on a la réponse. Et donc, avant de vous parler des vaccins, je voudrais aussi vous parler quand même de ce que c'est l'immunité naturelle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on a proposé aux méningocoques sans vaccination et vous proposer ce que le vaccin nous propose quand on le fait. Et donc, quand le méningocoque rentre et qu'il est en contact avec notre muqueuse et que, par la force des choses, à cause des facteurs locaux et de sa virulence, on développe la maladie, qu'est-ce qu'on peut proposer? On n'a pas d'immunité naturelle, à part les anticorps qui passent au bébé à travers sa maman. Et ça a une durée de vie avec un nadir entre 1 et 24 mois, et c'est ce qui explique qu'on a beaucoup de malades à cet âge-là.
Et donc, on a le complément avec toutes ces protéines, et surtout les protéines liant le mannose. On a la voie classique et la voie alterne, et on a les anticorps sériques qui servent à l'opsonisation pour le complément et qui donc entrent dans le phénomène de bactéricidie. Ça, c'est les mécanismes de défense. Alors, pour qu'ils se mettent en marche, il nous faut une semaine. Et vous avez vu que l'incubation, elle est de 3 à 4 jours, et que ça se déclenche en 24 heures, et qu'après, il n'y a plus rien. Pour ce qui est de l'immunité vaccinale, on a 2 types de vaccins. C'était les polysaccharidiques non conjugués, puis les conjugués. Et là, par contre, alors les non conjugués, on n'a pas de mémoire immunitaire, mais il y a une réponse immunitaire qui se fait dans la semaine. C'est toujours tard si on fait une vaccination réactive, c'est-à-dire une fois qu'on a l'épidémie qui se déclenche, on décide de vacciner, on ne va pas sauver certains enfants qui seront déjà colonisés quand on va vouloir les vacciner. Et donc, quand on couple à une protéine, c'est beaucoup mieux. On a un effet mémoire, mais c'est toujours la même chose. Une fois qu'on vaccine, il faut un délai pour que l'immunité se mette en marche. Et donc, devant une maladie qui démarre au quart de tour et une immunité naturelle qui démarre plus lentement, une immunité vaccinale qui a besoin de temps pour démarrer, la seule façon, c'est de prévenir, de vacciner en amont et de maintenir un taux d'anticorps qui soit assez suffisant pour que tout le monde démarre en même temps, et la maladie et les anticorps. En tout cas, ce serait ça l'idéal. Alors, avant de vous parler des vaccins, parce que je vais vous montrer des diagrammes, je vais vous montrer comment on sait que les vaccins, comment on va interpréter nos diagrammes, c'est-à-dire comment on va comprendre que le sérum du patient qu'on a vacciné, il protège la personne contre le méningocoque. L'efficacité vaccinale, on a laissé tomber ça parce que c'est difficile à mesurer. Et donc, le gold standard, c'est de mesurer l'activité bactéricide du sérum, c'est-à-dire qu'on va voir, avec des dilutions du sérum, combien de méningocoques on peut tuer. Si on arrive à 50%, on dit que c'est bon, le taux d'anticorps est correct. Et on utilise du complément soit humain, soit du complément de lapin pour avoir ce résultat-là. Et donc, quand vous allez voir les diagrammes, il faut comprendre qu'un quart avec de l'humain, c'est égal à 1,128 avec du lapin. Est-ce que vous avez compris ça ou je le réexplique? C'est correct? On continue. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on a eu différents types de vaccins. On a eu les vaccins polysaccharidiques non conjugués et les vaccins conjugués. Et la différence, c'est bien sûr ce qui fait appel à la mémoire immunitaire. Les polysaccharidiques non conjugués n'entraînent pas de mémoire immunitaire, sont très peu immunogènes avant l'âge de 2 ans. On obtient une protection au bout de 7 à 10 jours, c'est correct. Ça dure 3 à 4 ans, c'est correct. Mais au niveau du rappel, on a ce qu'on appelle une hyporéactivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même réponse immunitaire et même qu'elle diminue avec le temps, ce qui pourrait être dangereux. Les vaccins conjugués, quant à eux, font appel à la mémoire immunitaire parce qu'ils mettent en œuvre le thymus et ils entraînent une meilleure production d'anticorps avec une mémoire immunitaire. Ils peuvent donc être administrés dès l'âge de 2 mois. Et leur immunité est égale au moins à 5 ans. Et il a été prouvé que pour le vaccin C, on a aussi une activité prouvée sur le portage et donc un effet de groupe. Alors, je vais vous parler du vaccin quadrivalent ACWY conjugué, dont le Menactra fait partie. On va parler d'abord de son immunogénicité, ensuite de l'administration concomitante avec d'autres vaccins, et enfin des recommandations des différentes instances. Et après, je vous parlerai d'autres vaccins aussi. Alors, l'efficacité, la sécurité chez les sujets naïfs, c'est-à-dire qu'on a pris des personnes qui n'ont jamais eu le vaccin et on leur a fait un schéma à 2 doses avec un intervalle soit à 2 doses entre 9 et 17 mois. Ça, c'est une étude qui est indienne. Et donc, on a regardé le sérum baseline, c'est-à-dire avant vaccination et après vaccination. Et donc, on a un titre d'anticorps qui est tout à fait correct pour des enfants de 9 à 17 mois avec un schéma de 2 doses. Pardon, voilà. Et là, on prend plus jeune, c'est-à-dire de 9 à 15 mois, avec 2 types de schémas, soit avec 3 mois d'intervalle, soit avec 6 mois d'intervalle. Et dans tous les cas, on a des réponses vaccinales qui sont satisfaisantes avec un titre d'anticorps qui est assez élevé et donc une protection de plus de 90% des patients. Alors, je vous ai mis en drapeau le pays qui a fait l'étude et comment on appelle ça, les références qui sont à ce niveau-là.
Alors, encore une fois, ça, c'est en Russie. Donc, de 9 à 17 mois, 2 doses. Toujours la même chose. Donc, on a une bonne protection qui est entre 93 et 99% des nourrissons. Alors, on change de tranche d'âge et on passe à ceux de plus de 2 ans. Donc, au-delà de 2 ans, de 2 à 11 ans, on fait un schéma à 2 doses en Inde. Et toujours la même chose, on a une bonne réponse vaccinale avec une bonne couverture 30 jours après la vaccination. On change encore de tranche d'âge et on passe aux 11-18 ans. Et c'est toujours la même chose. La bactéricidie du sérum est obtenue avec une séroconversion qui est satisfaisante. Alors, aux États-Unis, ils ont aussi fait une étude comparative entre le MC24, c'est-à-dire le conjugué, et celui-ci n'est pas conjugué chez les adolescents de 11 à 18 ans. Et ils concluent à une tolérance qui est tout à fait correcte, des résultats qui sont tout à fait satisfaisants, et même une réponse après le rappel qui est meilleure qu'avec le polysaccharidique. Ça, c'est pour dire que quand c'est conjugué, il n'y a pas le problème de l'hyporéactivité qui est secondaire aux autres. Alors, la persistance de la protection, c'est un élément important parce que très souvent, quand on a des patients qu'on reçoit au cabinet, on se pose toujours la question, alors il a eu son vaccin, pour combien de temps je suis protégée? Est-ce que je dois lui faire un rappel? Et quand est-ce que je dois lui faire un rappel? Et si les parents me posent la question, ben, quand est-ce que je dois la faire? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose toujours. Et les études répondent à ça. Par exemple, entre 3 et 6 ans, une étude américaine montre que les anticorps persistent 3 ans. Alors, ils ont même fait un schéma, enfin, ils ont comparé deux types de schémas, après une dose, après 2 doses. Et donc, ils voient qu'on a des réponses vaccinales qui sont tout à fait satisfaisantes à 3 ans, que ce soit avec le schéma à 1 dose ou que ce soit avec le schéma à 2 doses. Aux États-Unis, toujours, entre 7 et 15 ans, on arrive à démontrer qu'il y a 5 ans, qu'au bout de 5 ans, on a toujours la persistance d'un taux d'anticorps qui est satisfaisant. Alors, cette étude, elle est assez particulière parce qu'ils ont pris deux groupes d'enfants. Ils ont dosé les anticorps avant, et puis ils ont dosé les anticorps à 3 jours, puis à 14 jours, chez ceux qui avaient reçu 1 dose, 2 doses, ou qui n'avaient rien reçu. Et en fait, ces enfants-là sont ceux qui n'ont rien reçu, et ces enfants-là sont ceux qui avaient reçu soit 1 dose, soit 2 doses. Et ce qu'ils remarquent, c'est qu'après la dose de rappel, les personnes qui avaient déjà été vaccinées ont des meilleures réponses vaccinales que celles qui n'avaient pas été vaccinées. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été obtenu avec les polysaccharidiques non conjugués. Toujours la même étude, donc persistance de 5 ans chez les 15-23 ans. Donc jusqu'à 23 ans, c'est toujours au-delà de 7 ans, en fait, l'immunité persiste jusqu'à 5 ans. Alors, efficacité et sécurité chez les sujets préalablement vaccinés par un autre vaccin. C'est-à-dire que là, on a vu quand ils sont vaccinés ou pas, par le même vaccin. Et très souvent aussi, ce qu'on reçoit, c'est les anciens vaccins. On a reçu soit un méningo-C conjugué, ou bien on a reçu un polyosidique non conjugué. Et ça, c'est les études qu'on va voir. Et donc, pour ceux qui ont reçu que le vaccin conjugué C, très souvent, on a des enfants qui vivent en France ou qui vivent en Suisse et qui rentrent ou qui reviennent s'installer. Ils ont reçu, je vais dire le nom commercial, Nesvac ailleurs. Et on se dit, ben nous, quand est-ce qu'on doit leur faire la deuxième dose et qu'est-ce qu'on doit leur faire comme deuxième dose. Et donc, chez les enfants de 2 à 5 ans qui ont déjà reçu le vaccin conjugué C, on a des réponses en anticorps qui sont tout à fait satisfaisantes 28 jours après la vaccination. Au moins 1 an après. Donc, s'il a reçu le Nesvac, par exemple, avant 2 ans, si on le voit à 3 ans, ben, on peut lui faire le quadrivalent. D'ailleurs, c'est une des recommandations qu'on va voir par la suite. Alors, l'Arabie Saoudite, pour lesquelles le quadrivalent non conjugué faisait partie du schéma vaccinal, ont regardé comment ça se passe quand ils revaccinent les enfants avec le polyosidique conjugué. Et ils arrivent à obtenir des réponses vaccinales qui sont tout à fait intéressantes et qui ne sont pas moindres qu'avec les sujets naïfs.
Alors maintenant, très souvent, on se dit, quand il arrive, il a beaucoup de vaccins à faire, est-ce que je le fais avec les autres et avec lesquels je peux le faire, avec lesquels je ne peux pas le faire. Donc, on a parlé de la durée, on a parlé de l'intervalle, on a parlé du schéma de dose ou à une dose, et maintenant, on va parler de avec quoi on peut le donner. Alors en fait, toutes les études ont été faites. Est-ce qu'on peut agrandir l'image si c'est possible? Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Là, ça a été testé avec le MMR et le PCV7. Là, ça a été testé avec l'hémophilus. Là, ça a été testé avec le PCV7. Et là, avec le pentaxime, le pentacoque. Et là, avec le pentacoque aussi, à différents âges, à 9-18 mois, à 12-18 mois, à 9-12 mois, à 9-12 mois et à 9-12 mois. Donc vraiment, là où on devait faire les autres vaccins, le Menactra a donné des titres d'anticorps en séroconversion qui sont tout à fait corrects. Et les séroconversions, même pour les autres vaccins, c'est-à-dire la réponse immunitaire pour les autres vaccins, a été conservée. Donc on peut le donner sans effet secondaire. On gardera une réponse immunitaire satisfaisante. Et pour les autres vaccins qu'on donne en même temps, la réponse immunitaire reste satisfaisante aussi. Pour les adolescents, en général, c'est avec le rappel qu'on doit faire le tétracoque ou bien avec l'HPV. Et donc, ça a été fait aux États-Unis et ça montre des taux de réponse qui sont toujours satisfaisants dans les deux cas. Alors, là, j'ai fini pour la quadrivalence conjuguée. Je vais vous parler du vaccin contre le méningocoque B pour une raison très simple, c'est que c'est le méningo le prédominant au Maroc et on n'a pas de vaccin qui soit disponible au Maroc. Alors, ça va être très, très vite. On en a deux. Le Bexsero, c'est un recombinant à partir des protéines de membrane du B et le Troubemba, c'est un peu la même chose, mais à partir de 10 ans. Et en fait, quand on regarde des recommandations ailleurs, c'est-à-dire en France particulièrement, ben, ils le recommandent, mais ils disent même qu'il n'y a aucun problème à le prescrire aux recommandations en dehors du prix élevé. Et il est licite de donner l'information aux parents et de le proposer. C'est-à-dire que pour une raison de sécurité sociale et de coût, il n'est pas dans le schéma de vaccination, mais il est tout à fait licite de le donner. Et on va voir que même sa proportion commence à augmenter, qu'il est autant responsable que les autres, que le C et que le W ou d'autres infections invasives. Tout le monde est en train d'augmenter en fait de la même proportion. Et donc proposer l'un et ne pas proposer l'autre comme vaccin n'a plus beaucoup de sens. La HAS redit la même chose en fait. Rapport coût-bénéfice très élevé du programme pour nourrissons, mais si on baissait le prix, bah, ça irait mieux. Donc grosso modo, tous disent qu'il faut faire ce vaccin-là, qu'il est safe, qu'il est intéressant, mais que le problème, c'est son prix. Alors, je voulais aussi parler de ce vaccin-là, parce que c'est le vaccin qui a un petit peu changé la donne en Afrique, d'accord? Donc, le vaccin conjugué Menafrivac, c'est un vaccin polyosidique conjugué du sérogroupe A qui a été développé par l'Inde, entre autres avec la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, on peut avoir son avis sur les deux personnes. Mais ce vaccin a été testé en phase 1 en Inde et puis il a été testé au Mali, je pense. Et il a permis un changement d'épidémiologie en Afrique, puisqu'il existe la forme adulte et la forme pour les adultes et la forme pour les enfants. Et donc, depuis que 26 pays l'ont introduit dans leur programme de vaccination obligatoire chez les nourrissons, on a un vrai changement d'épidémiologie avec une vraie baisse du sérogroupe A en Afrique, dans la fameuse ceinture où il y a plus d'un cas toutes les 20 minutes. Et en fait, quand on regarde ce que le Lancet dit, ben, le Lancet pense, ou espère en tout cas, qu'avec des niveaux de vaccination suffisants, on obtiendra une protection de plus de 50% sur une période de 20 ans. Et si la Pessoni était vivant, peut-être qu'il aurait l'espoir de ce qu'il disait il y a plus de 30 ans. Alors, les recommandations de vaccination, elles sont variables d'un pays à l'autre. Hein. Comme Khalid vient de le dire, l'Angleterre, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas nous. Mais tout le monde est d'accord que sur les groupes vaccinés à risque, tout le monde les vaccine. Ça, c'est clair. C'est pour les autres que la question se pose. Alors, le guide marocain que j'ai trouvé, qui date de 2016, il date de 2016. Donc, adultes et adolescents de plus de... Comment ? Non, je parle du guide de vaccinologie, pas des guides de méningite. Tu me corrigeras si j'ai oublié quelque chose. Donc, ce que j'ai trouvé dans le guide de vaccination,
j'ai trouvé que les adultes et les adolescents de plus de 11 ans à risque d'exposition, personnel de laboratoire, contact d'un cas, pèlerinage, séjour en zone d'endémie, Burkina Faso, extension chez l'enfant de plus de 2 ans et chez l'adulte à risque, le déficit en fraction du complément en properdine et l'aspénie anatomique ou fonctionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous, en termes de recommandations. Tu confirmes? Alors, maintenant, on va parler des recommandations Belgique versus France. Donc la Belgique et la France, tous les deux, vaccinent contre le C. Mais la particularité de la Belgique, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est intéressant. C'est que si le C n'a pas été fait avant l'âge indiqué, il peut être fait gratuitement jusqu'à l'âge de 20 ans, ça, ça les concerne. Mais ce qu'ils disent, c'est que si on n'a pas fait le C avant 15 mois, ben, il faut le remplacer par le quadrivalent conjugué. Et ça, c'est important. Et ils ont introduit une dose de vaccin systématique quadrivalente pour les 15-16 ans. Et les deux disent que pour la vaccination anti-B et en France pour le quadrivalent, c'est des vaccins qui sont recommandés, mais il faut les proposer aux parents parce que la sécurité sociale ne les prendra pas en charge, mais il faut informer les parents. Donc on se retrouve un petit peu dans le cas de ce qu'on vit nous. C'est pas pris en charge, c'est pas indiqué c'est pas écrit dans les protocoles de vaccination de santé publique, mais c'est de notre droit à nous de dire ce qu'on sait aux parents. Alors, pour les recommandations, il y a la CIP qui sont les recommandations du CDC en fait. Et eux, ils ont fait une publication donc il y a 1 an, en octobre 2020, où ils précisent un petit peu ces recommandations-là et où pour eux, la vaccination au-delà de 11 ans doit être systématiquement proposée en dehors des sujets à risque. Quand il y a des sujets à risque ou des voyages en zone d'endémie ou autres, elle commence à 2 mois la vaccination. Et on parle de vaccination quadrivalente, on ne parle pas de vaccination C ou B, on parle vraiment de la vaccination quadrivalente. Et donc, ils proposent des schémas de vaccination, et pour eux, dès 11 ans, il faut proposer, et systématiquement chez les adolescents, avec des rappels par la suite. Quand il y a Est-ce qu'on peut agrandir la diapo si c'est possible? Quand il y a des conditions particulières, donc ici, comme je vous l'avais dit, zone hyperendémique ou voyage, ou personnes exposées, de 6 mois, vous voyez, ça descend. 2 ans et autres. Et donc, on a ici les schémas de vaccination qui sont proposés et les rappels par la suite et les situations particulières. Donc, les déficits en complément sont aussi abordés et l'aspénie anatomique et l'infection par HIV. Si après tout ça, on n'était pas convaincu qu'il faut vacciner et qu'il faut proposer aux parents la vaccination, il y a une étude qui a été faite en 2005 déjà sur le coût et l'efficacité de la vaccination anti-méningocoque conjuguée. Et sur 22 ans, on a étudié chez les différentes tranches d'âge, les adolescents, les enfants et les nourrissons. Et on a étudié les cas prévenus, les morts ratées, enfin les morts qu'on a empêchées, et le nombre de vies sauvées, le nombre d'années de vie sauvées, et c'était significatif dans tous les cas. Voilà, j'ai fini. C'est tout. Merci.